Bonjour tout le monde, ça va bien? Marc Laflamme, programmation en C-Sharp, Xena pour le Xbox 360, l'iPhone, faire des jeux. Je recommence ma série de logiciels maintenant. On est au mois de janvier. Pour ceux qui se sont demandé comment ça se fait ça qu'il n'y a pas eu de, de vidéos qui ont été faites durant la période décembre, c'est simple, j'ai déménagé aux îles de la Madeleine. Et là, bien, c'est reparti. On va commencer à faire nos vidéos pour continuer. Et pour ceux qui se demandent jusqu'où ça va aller, la série de vidéos, je m'attends de faire au-dessus de 250 vidéos en C-Sharp au cours des 2 prochaines années. Fait que si vous voulez suivre mes cours de programmation, un après l'autre, bien d'ici une couple d'années, vous allez être capable de faire des jeux à peu près toutes les sortes. Et vous allez être aussi suffisamment connaissant en programmation en C pour faire quelques recherches sur Internet pour commencer à coder en 3D. Et avec Xena 4.0, coder en 3D, c'est pas si compliqué que ça. Et on peut mettre des mèches très compliquées avec un ordinateur aussi suffisamment performant. On peut faire des choses extraordinaires avec ça. Mais évidemment, avant de commencer le 3D, il faut très bien connaître le 2D. Et c'est le but de ces vidéos sur YouTube. N'oubliez pas de consulter mon site web régulièrement parce qu'il y a beaucoup de updates qui vont être faites dans les prochains jours. Donc, on commence tout de suite. On s'en va avec C Sharp. Et voilà. Et là, on va faire un nouveau projet. Et là, pour Météroïde, parce qu'on était rendu à Météroïde, qu'est-ce qu'on avait fait? On a fait le brainstorming. On avait regardé un peu qu'est-ce qu'on voulait faire comme jeu. Évidemment, c'est pas un jeu compliqué, c'est notre premier jeu complet qu'on va monter ensemble. Et on a fait aussi le plan d'implémentation. Donc, ça aussi, ça a été fait. Et là, vous avez tout ça chez vous pour commencer. Et là, avant d'aller directement en C-Sharp, on va, pas en C-Sharp, mais en Xena, on va tout simplement aller faire une application Windows Form. Et c'est dans ça qu'on va faire notre premier jeu. Donc, on fait une application Windows Form. On appelle ça Meteoroid. Voilà. Puis, c'est ça, Meteoroid. Et là, on fait OK. Et là, tout va se monter assez rapidement. On a notre Windows Form. On clique dessus. Et là, on se ramasse avec le code. Voilà. Donc, c'est ça. Donc là, dans cette première partie où on va coder, on va faire tout simplement la mécanique. On fait la mécanique de notre jeu. Donc là, il n'y aura pas de règles qui vont fonctionner. Il n'y aura pas vraiment de jeu qui va être mis en place. Tout simplement la mécanique. On va essayer de voir comment ça fonctionne. Donc là, quand on aura fini cette partie de vidéo-là, on va avoir un player en place. On va pouvoir le déplacer de gauche à droite. On va avoir une target, une cible. On va pouvoir mettre la cible de, en descendant. On va pouvoir tirer la cible. Elle va tout simplement disparaître, réapparaître dans le haut de l'écran et sur un random, hein, sur un coup de dé, elle va décider si elle va à droite ou à gauche et redescendre. Comme là, il n'y aura pas de points, on ne perdra pas de vie, il n'y aura pas de ces choses-là. C'est tout simplement la mécanique du jeu pour que ça fonctionne. On n'aura pas non plus là, de screen de départ, d'écran de départ, il n'y aura rien de ça. C'est tout simplement la mécanique. Le jeu va tout simplement fonctionner, mais comme je dis, il n'y aura pas de rien là, qui va avoir l'air d'un jeu comme perdre des vies, game over, ça n'existera pas. C'est juste la mécanique du jeu. Donc, on va commencer à faire fonctionner
Donc, le but ultime de ce premier section de partie de vidéo, c'est tout simplement de mettre en place la mécanique. Donc, pour coder cette partie mécanique, on a vraiment une bonne idée de ce qu'on veut faire à cause justement du plan d'implémentation. Donc, ça nous donne une bonne idée. On sait où est-ce qu'on s'en va, on sait ce qu'on a besoin. Et c'est beaucoup plus facile à coder comme Donc là, dans l'implémentation, on va avoir deux méthodes qu'on n'utilisera pas durant cette partie de vidéo-là. C'est GetCenter, prendre le centre, puis aussi Title Screen ou le titre de début. Pourquoi? Ben, c'est parce que ça va être traité dans l'autre section de vidéo. Mais tout simplement, on va quand même mettre ça en place pour que ça soit prêt à fonctionner. Puis, pour ce qui est de la distance, get distance, ça va tout simplement pour être capable de calculer la distance entre un objet à l'écran, puis entre deux objets qu'on voit à l'écran. En passant, ce qu'on voit à l'écran, puis ce que l'ordinateur voit, c'est complètement différent. C'est pour ça que dans notre code, il faut vérifier. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que quand deux objets se touchent à l'écran, l'ordinateur n'a aucun moyen de le savoir. Lui, il met tout simplement deux images là, puis il ne sait pas si ça se touche ou pas. C'est pour ça qu'on prend GetCenter, puis c'est pour ça qu'on prend GetDistance. GetCenter, on va avoir le centre des deux objets, puis on va avoir la distance entre les deux objets. Puis à partir de ce moment-là, quand l'ordinateur va réaliser que la distance entre les deux a atteint le minimum possible, et là, l'ordinateur va savoir que les deux objets se sont touchés. Et ça va être utilisé pour la cible et le projectile. Donc là, si ça ne fait pas beaucoup de sens pour vous autres, ce que je suis en train de vous dire, au fur et à mesure qu'on va coder, ça va devenir de plus en plus clair pour vous autres. On va utiliser aussi probablement des mots que vous ne connaissez pas. Mais avec le temps, au fil du temps, justement, où on va travailler sur le code, vous allez commencer à comprendre qu'est-ce que les commandes puissent faire. C'est sûr que je vais faire de mon mieux pour vous les expliquer, mais c'est vraiment de les voir agir puis de les utiliser qu'on comprend vraiment tout ce que ça peut faire. Donc, inquiétez-vous pas, si vous êtes dans la brume une bonne partie du cours, si vous suivez les autres cours, vous allez de plus en plus comprendre qu'est-ce que les commandes font, comment ça fonctionne en C, et vous allez être plus à même de savoir coder, puis d'inventer votre propre code et de faire vos propres jeux. Donc, à la fin de nos vidéos, si on ne comprenait pas à la fin des vidéos, surtout là, Get Center puis Distance, là, Get Distance, ben inquiétez-vous pas parce que on va tout simplement réexpliquer exactement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive, puis vous allez être capable de comprendre là, vraiment là, qu'est-ce que ça veut dire, puis à quoi ça sert ces deux méthodes-là et comment ça fonctionne là, pour faire comprendre à l'ordinateur si deux objets visuellement pour le joueur se touchent. Deux objets que le joueur peut voir si vraiment ça se touche. Donc on va bien. OK, donc c'est ça. Donc si vous êtes dans une partie grise ou vous ne savez pas vraiment ce qui se passe, inquiétez-vous pas. Vous allez comprendre. Je vais essayer de mettre ça le plus clair possible avec le temps, puis pour mettre les principes en place dans votre cerveau, comment ça fonctionne. Et juste une petite parenthèse que je veux faire. Peut-être qu'avec le temps, au, fil à, au, au fur et à mesure que vous allez voir les vidéos apparaître sur YouTube. À un moment donné, retournez voir des anciens vidéos comme celui-là. Mettons que vous avez fait 5-6 vidéos, là, puis peut-être un jeu ou deux jeux qu'on va faire parce qu'on va faire plusieurs jeux. Retournez voir ce vidéo-là. Et là, vous allez regarder ça, vous allez dire, hey, c'était si simple, comment tu fais ça que je trouvais ça compliqué que je ne comprenais pas. Soyez pas paniqués avec ça si vous ne comprenez pas tous les concepts au début. Continuez de suivre les vidéos et plus que ça va aller, ça va être de plus en plus clair, de plus en plus précis dans votre tête. Ça va vraiment bien se construire.
Et peut-être une petite chose aussi que je voulais dire, c'est que quand vous commencez à comprendre des principes, là, arrêtez pas les vidéos pour commencer un jeu que vous voulez faire personnellement tout de suite. Prenez le temps de suivre plusieurs cours, avancez beaucoup dans la programmation avec ces cours-là. Et lorsque vous allez passer peut-être 150, 200 cours, là, vous allez voir exactement comment ça fonctionne, puis vous allez pouvoir programmer des jeux beaucoup plus facilement. Vous allez comprendre l'importance des plans d'implémentation, des brainstorming, et vous allez être mieux à même de faire des programmes rapidement, clairement et faciles à suivre. OK, donc là, on s'en vient directement à commencer à coder. Euh, là, ce qu'on a fait, bien, on a mis un Windows Form, on l'a fait partir. On l'a ouvert, en fait, on lui a donné un nom, Météroïde. Euh, Lorsque vous avez pesé sur le OK, ça a pris quelques secondes avant que tout ça apparaisse. C'est pas pour rien. Il y a vraiment beaucoup de stock qui s'est mis en place. Là. Vous n'avez pas idée tout ce que Windows a fait pour nous autres, tout ce que Microsoft Visual C Sharp a fait pour nous autres. Et c'est beaucoup, ça prend plus de temps en fait pour faire Xena quand on va le faire en Xena. Et c'est incroyable tout ce qui peut être mis en place dans ce si peu de temps-là. Donc là, on commence la partie de l'implémentation, le codage. La première chose qu'on va mettre en place, ça va être les dimensions de notre écran ou de notre Windows Form. Donc, c'est ça tout de suite qu'on va travailler. Donc là, si on exécute le programme, évidemment, si vous ne savez pas comment le faire, c'est tout simplement en cliquant sur la petite flèche verte site ou démarrer le débogage et voilà. Le programme s'exécute, il compile tout et là, on se ramasse avec une petite forme. On peut le ressaisir, on peut le mettre au maximum comme ça, on peut le rapetisser comme ça. Donc là, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va empêcher que ça se fasse, puis on va le mettre de la grandeur appropriée pour notre jeu. Donc, quand on ferme notre forme en cliquant sur Close, tout ça arrête. C'est une façon de le faire. Ou une autre façon de le faire, c'est tout simplement de cliquer sur Arrêter le débogage sur le petit carré bleu. Si vous ne voulez pas vous servir de la souris pour démarrer votre application, vous avez tout simplement à peser sur F5 comme ça ici. Donc, et ça le démarre. Voilà. OK, bon, c'est parti. La première chose qu'on va faire, on va fermer l'explorateur de solutions, puis on va ouvrir la propriété. Donc, c'est ça ici. Dans propriété, on va aller dans forme border style. Je vais vous le dire plus exactement. Forme border style. Hop, là j'ai cliqué sur ça ici. Forme border style ici. Donc là, on clique. On s'en va sur Fixes Single. Donc c'est comme ça qu'on le met. Qu'est-ce que ça fait, ce petit bidule-là? Ben, si on le remet où ce que c'était tout à l'heure, vous avez vu, on pouvait tout simplement faire bouger, euh, euh, faire bouger notre écran comme ça. Là, voyez-vous, il y a une petite flèche qui apparaît, puis là, ça grandit, puis tout ça, puis bon. Mais là, si on s'en vient ici, puis on le met à single, fixed single, et qu'on l'exécute, il n'y a plus de petite flèche qui apparaît, puis on ne peut plus agrandir. On peut la remettre en full screen, mais on ne peut plus agrandir manuellement comme on faisait avant. Donc ça, c'est une chose à faire. Mais là, comme vous pouvez voir, on peut toujours maximiser la boîte. Fait que comment est-ce qu'on fait pour empêcher ça? Ben, c'est simple. On s'en va sur Maximize Box ici, puis on le met tout simplement à false. Voilà. Et là, si on revient ici, voyez-vous, on ne peut plus l'utiliser. Il est disabled. Donc, c'est une autre chose à faire.
Donc là, on va tout simplement ajuster manuellement la, 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 la grandeur de l'écran. Et pour faire ça, il va falloir qu'on mette en place deux constantes. La constante de la grandeur de l'écran. Comme on avait vu, on avait parlé de ces constantes-là dans le plan d'implémentation. C'est ça. On va voir à nos petites constantes. Je vais juste replacer ça parce que j'ai recommencé mon vidéo. Donc, c'est ça. Donc là, pour voir cet écran-là, quand vous êtes en mode design, vous cliquez deux fois dans la forme et tout simplement, ça vous envoie euh, dans ça, ici. Voilà. Et là, c'est ici qu'on va commencer à coder. Tout ça. Donc, pour mettre en place ces deux constantes-là, ça va tout de suite au-dessus de public forme. Donc, c'est une constante. C'est un integer. Et là, une règle de programmation que tous les programmeurs utilisent, c'est qu'ils utilisent toutes les constantes avec des capitales. Une autre affaire que vous allez remarquer aussi, c'est que je vais toujours utiliser des termes anglais pour les méthodes, les noms de les noms de variables et tout ça. C'est une bonne méthode à utiliser quand on code des jeux parce que la plupart du temps, le monde, quand ils viennent voir nos jeux ou qu'ils veulent voir notre source code, c'est tout simplement des anglophones. Donc, c'est une bonne méthode de l'écrire en anglais. Donc, screen, width, W-I-D-T-H. On va partir avec un screen de 640. Ça, c'est bien pour ça. Constante. And screen height. H-E-I-G-H-T. Et ça, on va le mettre à 480. Donc, on n'oublie pas de terminer nos phrases. Et en C#, c'est comme ça que ça s'explique. OK. Pour expliquer à quoi sert le mot count, ben, ça veut dire constante. Et ça veut dire que la valeur de cette variable-là va toujours être constante. Elle ne changera jamais dans le code. Et pourquoi qu'on l'écrit comme ça au-dessus du début de notre code? Ben, c'est simple. Partout où on va utiliser la variable screen height, excusez, et screen width, ben, si à un moment donné, on veut décider, mettons, de l'agrandir, on a une plus grande écran, puis on le met, mettons en 1440 par 900, ben, on fait juste changer 1440 ici, on fait juste mettre 900 ici, et automatiquement, tout ce qui a rapport avec la largeur de l'écran. Comme par exemple, si on veut savoir si est dans le bas de l'écran puis qu'on utilise le height, ben, en changeant ça, automatiquement, partout où on utilise ça dans le code, ça va changer automatique. Ça va être une constante. Donc, c'est pour ça qu'on utilise des constantes. On va utiliser des constantes, par exemple, pour la rapidité d'un projectile. On va utiliser des constantes pour la rapidité d'un saut. On utilise des constantes pour ces choses-là. Et si à un moment donné, au fur et à mesure qu'on joue dans le jeu, on s'aperçoit qu'on veut rendre ça plus rapide, mais on fait juste changer notre constante. Et partout dans le code où on va utiliser, mettons, speed ou traction, mettons, le bonhomme a besoin de descendre, il a besoin d'une traction euh, pour la traction terrestre, mettons, on peut faire une traction terrestre, puis que les bonhommes, c'est un jeu en 2D, puis que le bonhomme descend. Eh ben, c'est simple, là, si on trouve un moment donné qui ne tombe pas assez vite parce que la traction n'est pas suffisante, ben, on rajoute un peu sur la traction. Donc ça va être une constante et partout où on utilise cette variable-là, ça va changer dans le code. Tandis que si on utiliserait, au lieu de screen white and screen age, 640 puis 480, ben, partout où on utilise le vrai chiffre, s'il faut le changer, ben là,
on s'expose à des bugs parce que ça sera pas. J'explique ce que je dis, mettons, au lieu d'utiliser la variable screen H pour la hauteur de l'écran, quand vous utilisez, mettons, que votre bonhomme arrive à terre, ben, vous marquez 480 partout, puis qu'à un moment donné, vous décidez de le mettre à 900 parce qu'on a décidé d'augmenter la grandeur de l'écran. Ben, tout simplement, il va falloir changer 480 partout à 900. Il y a peut-être d'autres variables qu'on a utilisées, 480, on va penser que c'est le height, puis finalement, c'est d'autres choses. On met 900 là, il n'y a plus rien qui marche. On vient tout simplement de se faire du code poubelle. Tandis qu'en utilisant une variable constante comme ça, on fait juste changer une fois le chiffre et ça change partout. C'est comme ça qu'on utilise une constante. Et en plus de ça, si dans le code, on vient pour la changer, ben, il ne voudra pas qu'on le change parce que justement, c'est une constante. Et là, il va nous indiquer une erreur. Parce que si par erreur, on décide d'augmenter dans le code cette variable-là ou de l'additionner à quelque chose, puis on vient pour la changer, ben, il va nous dire qu'on ne peut pas parce qu'on a mis constante. Si on ne met pas constante, puis que par erreur dans le code, on implémente le screen H, il va tout simplement s'implémenter et on se ramasse encore avec du code poubelle. Puis, encore une fois, juste pour expliquer la raison pourquoi on l'a tout mis en capital, mais quand vous arrivez dans votre code, puis vous venez pour travailler avec une variable, puis vous voyez qu'il est tout en capital, puis écrit comme ça, avec des underscores, ben vous réalisez tout de suite que c'est une constante. Puis ça, ben, justement, parlant de constante, c'est vraiment une façon constante d'écrire ça. Tous les codeurs, toutes les places où on code utilisent le constante, le variable, ils écrivent comme ça. Voilà. OK, maintenant, comment on procède pour ajuster la forme de l'écran à cette grandeur-là? Ben, c'est simple. Euh, on s'en va dans le constructeur, hein, parce que ça, c'est un constructeur. On reconnaît qu'on est dans la forme 1. Alors, public forme 1, donc c'est le constructeur de la forme 1. Et là, on utilise le mot this. Ensuite de ça, on va utiliser client size. OK, égale new size, parenthèse. Et là, vous voyez qu'il y a trois possibilités. On va utiliser celle-là ici, qui dit la largeur pour la hauteur. Donc, on va utiliser screen width. Virgule, espace, screen height. Voilà. On termine ça par un terminateur et on vérifie si ça a fonctionné. Et voilà, notre écran, on ne peut plus la ressaisir, changer, le mettre full screen parce qu'on l'a bloqué, puis on ne peut plus non plus le redimensionner. Donc voilà pour la dimension de notre écran. Donc, pour expliquer ce qui se passe ici, 10, ça se trouve à être cette forme-ci. Client size, c'est la grandeur de la forme. Et ça, si on met notre souris là-dessus, on va s'apercevoir ici, là, quand ça apparaît, que c'est un 16, forme client size. Donc, ce qu'il faut dire, c'est une variable de type 16, comme une variable de type in ou tout ça. Alors, on va créer un new size parce que c'est un type 16. Et là, bien, on va le redimensionner tout simplement à la grandeur de notre écran qu'on veut. Donc, cette ligne-là, c'est ce qu'elle fait. Avec le temps, si ça paraît confus un peu, avec le temps, vous allez de plus en plus comprendre au fur et à mesure des vidéos. Une des choses aussi que je veux spécifier, c'est que il va y avoir une vidéo complète sur la programmation orientée objet. On va très, très bien expliquer en détail ce qu'est un objet, d'où ça vient, à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Et lorsqu'on va avoir utilisé ce vidéo-là, vous allez vraiment comprendre les objets parce que dans le fond, 16, c'est un objet. Client size, c'est un autre type d'objet. Donc, client size, ça se trouve à être la grandeur de l'écran. Et là, ça, c'est un objet de type size. Donc, c'est pour ça qu'on utilise un objet de type size ici et on l'agrandit
en fonction, on y rajoute des grandeurs dedans ou des dimensions. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et peut-être que ça peut paraître confus encore une fois, mais comme je dis, vous inquiétez pas, avec le temps, en suivant toutes les vidéos que je fais, vous allez finir par très bien comprendre là, les objets, ces choses-là. Et ça va devenir de plus en plus clair. C'est un petit peu comme un exemple de ça. Si vous prenez de l'eau brouillée avec un peu de saleté dedans, puis vous le mettez sur le comptoir, c'est sûr qu'elle ne deviendra pas claire du jour au lendemain. Oh, tiens, regardez, un vin. Si vous faites du vin, vous regardez le vin, c'est très brouillé, on voit rien, c'est pas clair du tout. C'est pas. Et avec le temps, la lie descend au fond, ça devient de plus en plus clair, c'est ça qui fait qu'on a un bon vin clair. Donc, la programmation, ça va devenir comme ça avec le temps. Voilà, j'ai trouvé un bel exemple. Alors, si vous venez de France, vous allez très bien comprendre cet exemple-là, parce que probablement que vous connaissez bien le vin. En passant, les Français font de très bons. OK, bon. Prochaine étape, on va créer des objets. Encore une fois, des objets. Hein? On va trouver des objets pour pouvoir utiliser notre projectile. On va pouvoir utiliser notre cible, puis notre player. Et comme on avait dit dans le plan d'implémentation, on utilisait des picture box. Donc là, on se prépare à mettre en place 3 picture box. OK, donc comment est-ce qu'on fait ça? Bon, on s'en va en forme design. On ouvre la boîte à outils. On va la fixer là. Si votre boîte à outils n'est pas là, ça se trouve à être le, le petit icône ici. Voilà. Et vous cliquez dessus. Puis elle va apparaître. Si mettons je la ferme, comme ça. Cliquez dessus. Oups, elle apparaît. Et là, on va parler à propos d'un picture box. Picture box. Donc, on s'en va dans tous les Windows Forms et là, on descend dans les P et vous allez trouver picture box, c'est sûr. Voilà, c'est ici. Vous le grabez dedans. Voilà. On ne s'occupe pas vraiment de la forme. Vous en mettez un, vous en mettez deux et vous en mettez trois. Voilà. Donc, comme je dis, on ne s'occupe pas bien de la forme parce qu'on va l'ajuster manuellement pour que ça devienne des constantes aussi, comme on a fait avec les autres, avec la grandeur de. Donc, c'est ça, on peut fermer maintenant ça ici, euh, la boîte à outils. Et là, on se ramasse avec 3 picture box. Il y en a un pour le projectile, il y en a un pour la cible, il y en a un pour le projectile, il y en a un pour le player. Donc, on va commencer avec le player. On en sélectionne un et on l'appelle player. Voilà, simplement. Donc, maintenant, il faut ajuster la grandeur, le 16 du picture box. Et voilà. Donc, le 16 du picture box, c'est de 32 par 32 pour le player. Et ça, j'ai pas pris ça dans le temps, la grandeur. J'ai tout simplement pris ça parce que la texture, elle a 32 par 32. Donc, c'est comme ça que je fais pour savoir le width et le height de notre. En passant, là, j'utilise ça en le settant visuellement comme ça. Je ne le fais pas directement dans le code. Comme par exemple, j'ai fait pour ici avec le screen width et le screen height. Mais quand on va être en XNA, on n'a aucun visuel, donc il va falloir le faire directement dans le code. Donc, that's it pour le player. On y va maintenant avec l'ennemi ou le target. Donc, on set le nom du picture box. Et pour la grandeur, ben, c'est la même grandeur que
notre player. Donc, c'est 32 par 32. Voilà. Donc, il en reste seulement qu'un. Et vous avez deviné le project. Voilà. Et la dimension, ben, ça, c'est plus petit. C'est 8 par 8. Voilà. Maintenant, il va rester à mettre des images dans nos picture box, parce que si vous le runnez, on voit absolument rien parce que le petit pointillé qui a tout le tour disparaît. Là, on voit juste l'image qui est supposée de apparaître. Donc, voilà. Et évidemment, on pourrait rajouter nos images en utilisant images ici, là, si vous regardez ici, là, icône. Ah, on peut utiliser icône ou background image, oui, c'est ça que je cherchais. Vous avez ici background image, puis là, ben, vous cliquez là-dessus, puis là, on vous demande d'aller le chercher. Mais c'est pas comme ça qu'on va le faire. On va le faire directement dans le code. Ça va nous rapprocher beaucoup plus du Xena, parce que le Xena, il va falloir le faire dans le code. En passant, si vous voulez avoir ces images-là qu'on va utiliser, si vous voulez utiliser les mêmes images que moi, vous avez tout simplement à aller sur YouTube. Voilà. Et là, sur YouTube. Puis aussi, au bas de l'image, là, je ne l'ai pas ici parce que je suis en train de faire la vidéo, là. Mais si vous allez dans un de mes vidéos, je vais l'arrêter tout de suite. Voilà, je l'arrête tout de suite. Si vous allez dans le bas de mon vidéo, vous allez avoir le lien pour mon site web. Vous cliquez là-dessus. Et voilà mon site web. Vous en allez dans les cours, vous en allez dans Meteoroid, vous pesez sur Texture 1 Download, et là, vous faites Save, et dans ça, vous allez avoir les mêmes textures que moi. En passant, évidemment, il y a des fautes d'orthographe. Et là, vous faites Save File, vous allez dans là où ça s'est savé sur votre ordinateur, vous ouvrez ça, et en ouvrant ça, vous allez avoir les mêmes images que moi. Voilà. Donc, de toute façon, anyway, moi, je vais aller le downloader ici tout à l'heure dans Download, puis je vais vous dire où placer vos images. Mais avant de commencer ça, on va tout simplement mettre les lignes de code. Donc, tout simplement, cliquez dans le screen et non pas sur un picture box, mais vraiment sur le screen. Et là, vous allez vous ramasser dans Form 1 Load. Et là, dans Formule Load, on va tout simplement marquer Player, Player.load. Voilà. Et là, on va, là, je vais changer mes caractères. US. Player. Voilà, et ça, c'est comme ça qu'on va loader nos images dans Player. Alors, c'est fait pour le Player, simplement comme ça. Et c'est vraiment important ici qu'on écrive la même chose que c'est marqué sur nos images, fait qu'on vérifiera ça pour que ça load tout à l'heure. Et le tout va fonctionner comme ça. Et pour que cela fonctionne comme ça, il faut vraiment que notre asset, on parle d'asset parce que c'est comme ça que ça s'appelle, il faut qu'il se ramasse dans notre file, dans notre folder de notre exécutable. Comme ça va loader en faisant ça. Donc là, comme je vous disais, il faut vraiment que le asset ou le PNG ou l'image soit placé avec le
où le EXE est placé pour ce programme-là. Et la preuve va être faite tout de suite. On run le programme. Oh, il s'est passé de quoi? Parce qu'il serait supposé de me marquer une erreur. Oh, attends un peu. Il y a une petite erreur là, c'est sûr. Hmm, je vous reviens. Bon, ben je vais vous expliquer tout simplement ce qui se passe. C'est que si je m'en vais dans mon folder où là je l'ai mis ici la texture, puis ça c'est je vais vous l'expliquer tout à l'heure comment vous rendre. Mais quand je l'utilise avec joueur, je l'ai écrit mal, là, bon. Puis que ben, ça fonctionne. Mais je pense qu'avec Visual C Sharp 2010, lorsqu'il ne trouve pas l'asset, il marque tout simplement pas d'erreur puis il passe par-dessus. Il considère que c'est vide. C'est pour ça que quand je le run, il ne marque pas d'erreur. Mais si vous utilisez le 2008 ou le 2005, C Sharp Express 2008, C Sharp Express 2005, puis que vous exécutez cette ligne-là, puis que la texture n'est pas présente à côté du EXE, ben, inquiétez-vous pas, il va vous marquer une erreur. Mais moi, il n'en marque pas parce que, bon, il semble qu'ils ont enlevé cette possibilité-là, mais moi, je trouve ça plate un peu parce que si vous faites une erreur d'écriture, ben, au lieu de vous marquer une erreur, elle va tout simplement vous dire rien. Excusez. Elle va tout simplement vous dire rien, puis ben, c'est comme ça. Je trouve ça plate un peu parce que c'était utile quand on faisait une erreur d'écriture. Ben, elle nous disait qu'elle n'était pas capable de le loader parce qu'elle ne le trouvait pas. Une chose est sûre, en Xena, elle va vous le dire qu'elle ne le trouve pas, puis elle va bloquer là. On fera l'essai avec Xena, mais je suis certain qu'avec Xena, il marque une erreur. Puis comme on travaille avec Xena, ben on va juste faire attention pour marquer les bonnes choses ici. Puis tout simplement, quand on va tomber avec Xena, on pourra travailler avec le débogage pour trouver les erreurs quand on écrit la syntaxe de nos assets. Parce que ici, on parle de texture. En Xena, on va parler encore plus de texture parce qu'on va rentrer ça dans la texture, mais en réalité, ça s'appelle un asset. Voilà.